Monique Dixot et Aldo Brancacci, Platon, source des présocratiques, exploration. Présocratique, dénomination récente depuis Hermann Diels en 1903. Philologue allemand, ceux qui précèdent les socratiques et non pas ceux qui viennent avant Socrate, ne fait pas référence à des limites chronologiques précises. Avant l'ouvrage de Diels, c'est Edward Zeller qui faisait référence dans l'historiographie philosophique. Vœu de Nietzsche affirmant la catégorie pré-platonicien, comme si le préfixe ne désignait pas quelque chose qui précède, mais quelque chose d'essentiellement différent. Platon lié à la sagesse archaïque que nous devons appeler nécessairement présocratique. Socrate, dernier des sages désirant la mort et triomphant d'elle. Socrate est réinscrit parmi les présocratiques appartenant à une culture de l'oralité qui contribue à transformer par sa pratique sa conception de la dialectique. Giorgio Colli réévalue la pensée archaïque qui devient sagesse. Les sages sont savants. Avec la dialectique, la dimension morale s'affirme au détriment de la dimension théorétique. L'idée centrale est que ce qui précède la naissance de la philosophie est le moment suprême, le moment le plus intense de la philosophie comprise comme système. Le monde des poètes savants, sophoi, celui des sophistes réhabilités. Tout philosophe, quand il envisage historiquement le passé de la philosophie, se conçoit nécessairement comme le point d'aboutissement ou de rupture et parfois d'achèvement de cette histoire. Le discours de Platon n'est pas la parole oraculaire des sages penseurs de la nature. Platon est un homme entre les choses et les mots. Héraclite, en un sens, est partout. Platon cite rarement les noms de ses prédécesseurs, même lorsqu'il les utilise. Pythagore pratiquait le secret, d'où le refus de recourir à l'écriture et transmission codée. Rareté d'informations historiques concernant Pythagore. La doctrine de Platon est en accord le plus souvent avec celle des pythagoriciens. Allusion dans la République. Homère est attaqué ainsi que l'imitation. Platon dira des pythagoriciens qu'il appelle musique et astronomie sœurs jumelles et qu'ils essaient de découvrir les nombres qui représentent les intervalles musicaux. Il donne trop de place aux données perçues par les sens de la vue et de l'ouïe. Des références sont dans le Timéa des points de doctrine mathématique attribués par Euclide dans ses éléments aux pythagoriciens. Platon insiste que dans le cas de l'harmonie, ce sont les mathématiques qui sont importantes et non les données des sens. Platon a été accusé dans l'Antiquité d'avoir plagié plusieurs philosophes. Olugélé cite 3 vers satiriques du Timon de Philionte, achetés pour une grosse somme par Platon pour écrire le Timée. Conviction largement répandue que le platonisme dérivait du pythagorisme. Socle des doctrines non écrites de Platon, la transmigration de l'âme était un dogme chez les orphiques et chez les pythagoriciens. Platon l'a repris à son compte. Avant Platon, l'usage des termes philosophia, philosophos sont très rares, avec Platon qui lui donnera le sens qui continue d'être le sien encore aujourd'hui. Le tyran de Philionte, Léon, lui demanda quel art plaisait le plus à Pythagore, qui répondit qu'il ne connaissait pas l'art, qu'il était philosophe. Les uns sont esclaves de la gloire, d'autres de richesse. Rares sont ceux qui ont reçu en partage la contemplation des plus belles choses, et c'est cela qu'on appelle philosophe, et non pas sage, car personne n'est sage si ce n'est Dieu. Héraclite du Pont ou Pontique, traduction de R. Joly. Pour Platon, le terme philosophia devient aspiration à une sophia qui dépasse les possibilités humaines, car son but ultime est la contemplation. Convergence entre le témoignage de Platon et la pensée d'Héraclite. Thèse naturaliste où l'origine des mots se trouve dans les choses elles-mêmes. Glissement du naturel vers l'intrinsèque. Platon veut mettre en évidence l'épaisseur conceptuelle de cette conception du nom, lien intrinsèque existant entre le nom et la chose. Héraclite comprend le réel comme un système harmonieux de relations d'opposition entre les choses. Danse des contraires où Dieu est jour, nuit, hiver, été, guerre, paix, satiété, faim.
Le Dieu est l'un et les couples d'opposition sont les nombreuses choses qui dans leur totalité sont identiques à l'un. Univers où l'unique identité est le résultat de différences. Pour l'art, le nom est vie, mais l'œuvre est mort. L'arc est en soi harmonie de tensions opposées, symbole de la traduction la structure du réel. Opposition entre le non trompeur et la vraie réalité de la chose. Le non est intrinsèque à la chose, justement car il est unilatéral et tendu entre deux contraires. Le logos existe comme système des relations entre les choses. Le logos n'est pas ontologiquement différent des choses, puisque ce sont les choses qui le constituent comme terme relatif et mobile. Altérité entre langage et réalité, Socrate réussit à obtenir l'assentiment de Cratyle. Une chose est le nom, une autre la chose dont il est le nom. Socrate réintroduit le thème de l'imitation. Début de la réfutation de la thèse de la nature intrinsèque du lien, Socrate passe de l'analyse de la relation chose-nom à la reconnaissance du nom comme terme d'une relation. Un nom peut indiquer une chose seulement s'il ne la reproduit pas exactement. Il ressort que les noms constituent un lieu d'opération humaine et ne sont pas conçus comme des êtres objectivement pourvus de capacités référentielles. Avant, dans Organon, le nom est un instrument de décodage des éléments du réel. La démonstration de l'altérité du langage par rapport à la réalité inclut la reconnaissance de caractéristiques ontologiques propres au nom. L'activité humaine est liée au nom et l'usage, acte linguistique et évaluation du degré de justesse. Pour Platon, la source de la connaissance de la vérité ne peut être le langage, mais une vision directe des choses qui sont. Les mots sont une médiation entre l'homme et la réalité, rapport indirect. On ne connaît pas la vérité par les noms, mais les noms peuvent nous permettre de la voir et nous aider à mettre de l'ordre dans la multiplicité de l'expérience. Aux origines du problème de la vérité, il y a Parménide. Il est difficile d'entendre le champ sémantique de l'être. Parménide utilise le terme l'étant, ce qui est. Apparaît un non-étant, ce qui n'est pas, qui n'est possible ni à connaître ni à exprimer, donc qui n'est pas pensable. Depuis Thalès, l'unité et l'unicité du cosmos est une doctrine dominante dans la réflexion grecque. En témoigne Aristote où rien ne naît et rien ne se détruit. Parménide démontre la claire théorisation de la méthode de la voie de recherche. Le fait de penser s'enracine dans l'être, il est enchaîné aux limites de la réalité. Symétriquement, il n'existe pas une non-réalité, quelque chose qui n'est pas, qui n'existe pas. Le problème est de conjuguer penser avec la vérité. Penser et dire ce qui est quelque chose de réel signifie penser et dire la vérité. La vérité, selon Parménide, est strictement liée à la persuasion. Le chemin de persuasion suit la vérité. Il établit les seules voies de recherche pensables et nous conduit à bien réfléchir sur le chemin qui ne peut pas être parcouru. Impossibilité du non-être à être pensé et à être dit. Opposition entre vérité et fausseté, Platon octroie une réalité au non-être sophiste. Il y a une vérité des faits qui peut être masquée, occultée par des séduisants discours. Le discours relatif à la chose est justement celui qui nous fait saisir ce qu'est cette chose. L'énoncé de Parménide doit être considéré comme un témoignage, perspective de l'analyse du langage, conscience que le discours peut affirmer, produire une réalité qui n'est pas la réalité existante. Tout discours peut ne pas être vrai, fruit d'une disposition mauvaise à la technique de la tromperie. L'origine de l'être humain nous montre qu'il n'y a pas une répétition des mêmes événements comme c'est le cas chez Empédocle. Platon soutient l'idéal d'une mathématique du discret. La quantité discrète joue un rôle essentiel afin de revendiquer la possibilité de définir chaque chose en soi, ce qui est exactement le contraire de ce qu'affirmait Anaxagore. Pour Anaxagore, il n'existe pas de qualité ou de contraire séparé des choses. Le Leucippe dit que toutes les choses existent en vertu de la nécessité, qui doit être la même chose que le destin.
Platon rompt avec Démocrite dans la mesure où il n'admet pas que la nécessité puisse jouir d'une totale autonomie causale, alors qu'elle est pour l'abdéréritain principe de toute chose. Platon s'oppose à la cosmogonie mécaniste qui se fonde sur les aspects de la nécessité démocritéenne. Platon incorpore à sa propre physique le type de nécessité qui est à l'œuvre chez Démocrite, son hégémonie causale mise à part. Aristote dissocie l'analyse du hasard de celle de la nécessité. Le concept de nécessité subit avec Aristote une mutation qui ne rend la thèse démocritéenne incohérente que par une sorte d'effet rétrospectif. Socrate nie l'autonomie de l'art oratoire car il n'a aucune efficacité et ne consiste qu'en une connaissance des procédés théoriques. Dans le traité du régime, le médecin doit connaître la nature de l'homme en entier et la vertu respective de tous les aliments de notre régime. Platon s'autorise Hippocrate pour introduire une méthode qui ne lui doit rien. Il montre l'incomplétude inévitable de l'enquête médicale. Méthode d'Hippocrate, on ne peut considérer une partie sans la rapporter à la nature du tout. Le témoignage du Phèdre rare fonde l'unité de la médecine hippocratique. Discussion sur l'art de vivre en bonne santé, art qui constitue une sagesse concurrente de la philosophie naissante. Pour amener Phèdre à considérer que l'art rhétorique est incomplet s'il n'est pas fondé sur la dialectique, Socrate en vient à construire l'analogie entre les soins du corps et ceux de l'âme. La collection hippocratique témoigne que les médecins n'étudiaient pas le corps humain indépendamment de l'âme et de son environnement naturel et social. L'exigence d'adapter le langage à la logique est confirmée par la parodie d'Aristophane des théories grammaticales de Protagoras. D'après Malcolm, Wittgenstein aurait dit une fois que l'on pourrait concevoir un ouvrage de philosophie qui serait constitué tout entier de plaisanteries. La frustration du non-sens pourrait se retourner en plaisir du non-sens. Avec Parménide, l'étant sera incontestablement, s'il n'est pas le non-étant, le non-étant ne sera pas, à condition d'être non-étant, selon Platon, ce qui provoque la contradiction, c'est l'équation, double négation égale l'affirmation. L'illusion d'existence comme l'illusion d'identité sont dans ce mot être, dire que de l'être, on peut affirmer les contraires. L'affirmer éternel et engendrer un et multiple. C'est dire qu'on peut tout en dire. L'argument selon lequel il est impossible qu'une multiplicité existe si l'unité n'existe pas est probablement repris de Zénon. Pour Gorgias, les mots peuvent me servir à enseigner que j'ai besoin de ce que j'ai vu, entendu, ce que j'ai entendu et ce que je suis en conséquence, un témoin digne de confiance. Il y a chez Platon l'acceptation d'un bon usage de la rhétorique, d'un discours qui n'est pourtant que vraisemblable. L'expérience de l'intelligible n'est pas incommunicable. Les hommes continueront à être gouvernés par les fluctuations de la doxa si la bonne rhétorique de Platon échoue, et Gorgias n'aura pas raison, mais gagnera.